Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast This is my story. Aujourd'hui, nous recevons Wervana. Wervana, comment vas-tu? Ça va, ça va. Je suis content de te recevoir et je tenais déjà à te remercier au nom de toute l'équipe d'avoir répondu présent pour ce petit moment d'échange. Non, mais c'est normal. Bon, très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Wervana, et nom de famille. Non, je rigole. Je les ai de toute façon. J'ai été chercher. Évariste Geoffroy, artiste guadeloupéen, caribéen, issu d'une famille traditionnelle. Dans la musique. Ah oui, qui a la musique dans la peau, dans les veines. Qui sort du Goka, du fin fond du Grand Fond Sainte-Anne. Et qui se laisse entraîner par la musique du monde. La musique du monde, qui écoute, qui aime la musique en général. Qui aime la musique en général quand c'est bien fait. Et puis voilà, et qui essaie de vivre sa passion au maximum. Bon, là me vient une question qui n'est pas dans ce que j'avais préparé. Mais comme tu m'as dit, je peux tout te poser. Pourquoi ça va faire plaisir à Sadiq. Pourquoi les Saint-Annais, vous aimez revendiquer justement ce côté que vous venez de Sainte-Anne? Je pense que tout le monde devrait faire ça, frère. Je pense en vrai que tout le monde devrait revendiquer qui il est, devrait kiffer son nom de famille, sa famille, peu importe qui ils sont, peu importe qui ils ont été. Et on est fiers de revendiquer Sainte-Anne parce que je pense qu'on a ça un petit peu dans l'âme, on est un petit peu blagueur. Pas beaucoup. Un peu chauvin, ouais. Ouais, on aime ça. Et à Sainte-Anne, il y a beaucoup de grands noms, tu vois. Il y a beaucoup de grands noms, beaucoup d'artistes, footballeurs, de grands noms, sportifs. Donc, ça fait du bien de savoir qu'on fait partie de cela, quoi, tu vois. Ça veut dire qu'on arrive à perpétuer le truc. Donc, je pense que c'est déjà une grande pression quand tu sors de Sainte-Anne de faire les choses bien. Parce qu'il y en a tellement avant qui ont fait de bonnes choses. Donc, lorsqu'on arrive à plus ou moins faire les choses convenablement, on a à cœur joie de dire qu'on est Sainte-Annais. Yes. Alors, effectivement, tu disais dans d'autres interviews que tu es né finalement dans la musique. Que la musique, tu as eu ce premier contact depuis le ventre de ta maman. Sûr. Donc, dans cette famille, tu as un grand frère. Yes, avec qui tu as une sorte de relation fusionnelle. Ouais. Et je voulais savoir, c'est quoi ton rapport finalement avec ton frangin? En fait, mon grand frère, on était chien et chat. On dit que l'amour commence par la guerre, rien de plus vrai que ça. On était chien et chat parce que étant plus jeune, déjà je suis né après la mort de mon grand frère. Donc j'ai été beaucoup chouchouté. Et j'étais un petit peu mal élevé parce qu'on me laissait faire beaucoup de choses. Mes parents ont perdu un enfant très tôt. Donc, je pense que ça a dû... Je toussais, il y avait tout le monde auprès de moi. Hein, tu vois, c'était comme ça. Je pense que c'est un traumatisme qu'ils ont eu et ce qui est normal, tu vois. Donc par rapport à ça, même moi, il y avait une rivalité entre mon grand frère et moi au début, une rivalité saine, il n'y a rien de mal. Hein. Et c'est lorsqu'il est parti que je me suis rendu compte, en fait, que tout ce que mon frère faisait, c'est exactement ce que j'essayais de faire à mon âge. Et si aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce genre de choses, même ce soit la musique, et j'ai joué un peu au foot aussi, c'est par rapport à lui, parce que de mon jeune âge, j'ai toujours voulu faire ce qu'il faisait lui à son âge. Et je ne me suis jamais mis de barrière. Et lorsqu'il est parti, d'ailleurs, c'est lui qui m'a... Parce qu'à l'époque, c'était que Goka. C'est lui qui m'a ramené dans le côté... Dancehall. Capleton, Dja, c'était Dja. À l'époque, tu vois. Et lorsqu'il est parti... Je me suis surpris à les morceaux que j'écoutais pas, que je détestais quand il jouait ça parce que j'aurais préféré qu'il mette du Goka. Ouais. Écoutez, ces morceaux-là, je pense que c'était ma façon à moi de combler le manque de mon grand frère. Tu vois. Et puis voilà, et après, il s'est rendu compte lui-même que je suis son chemin, en fait. Donc il m'a automatiquement pris et m'a poussé à faire ce que lui fait et m'a aidé. Et voilà, la rivalité entre guillemets saine s'est terminée et on a fonctionné ensemble, quoi. Et justement, tu as embrayé, c'est bien, tu as parlé du football. Comment tu démarres cette deuxième passion finalement pour le football qui aurait presque pu être la première, puisque après tu as expliqué que tu as été tu as été en sélection, etc. Comment tu démarres dans le foot? Je démarre avec mon grand frère, encore une fois. On allait le voir jouer, il jouait à la Juve à l'époque. Et j'allais le voir jouer tout le temps. Et à la mi-temps, j'allais sur le terrain, je jouais, ça tapait au ballon. Quand les matchs étaient terminés, il y avait d'autres petits aussi, d'autres enfants d'autres frères, des amis de mon frère, on jouait, on se tapait la balle ensemble.
Et voilà, et j'ai voulu faire du foot. J'ai soudé mes parents pour faire du foot. Et je me rappelle que j'étais trop jeune pour commencer, mais j'ai tellement soudé mes parents, tellement soudé le coach de mon frère qu'il m'a inscrit au foot 1 an avant. Et qui fait que j'ai commencé plus tôt et j'ai été surclassé tout jusqu'à jusqu'à senior. Hein. Jusqu'à senior, j'ai tout le temps été surclassé. Tu disais en plus que à 15-16 ans, tu jouais déjà en fait avec les seniors. Alors, à 15 ans, ouais. À 15 ans, je jouais parce que je suis né le 30 décembre. C'est comme si on est né à 92, quoi, tu vois. Donc, à 15 ans, je jouais déjà en senior. J'étais double surclassé au CSM. J'adore le foot. C'est toujours en moi. Hein. C'est toujours en moi. J'adore. Je suis un petit peu déçu parce que je pense que si j'aurais eu la mentalité que j'ai aujourd'hui, je pense que j'aurais percé au foot. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas simplement le talent qui compte. Donc, peu importe le domaine, c'est la détermination, c'est la persévérance et c'est l'envie aussi qu'on met. J'ai été en centre de formation. J'étais surclassé quand j'étais en France, à Beauvais. Et voilà, il a manqué cette niaque que j'ai aujourd'hui dans la musique, où je suis H24 au studio. Mais voilà, quoi, tu vois. À l'époque, je sais pas du tout. Est-ce que tu touchais déjà à la musique ou pas du tout? Oui, j'ai toujours touché à la musique. J'ai toujours fait de la musique. Ma mère, quand elle a vu que je cassais tous les micros de webcam qu'elle achetait, parce qu'à l'époque, on te donnait ça avec un petit micro blanc de webcam, et je lui faisais racheter. Elle m'a acheté un micro C1. Pour les connaisseurs, je pense qu'ils vont voir de quoi je parle. Un micro C1 et elle m'a acheté un ordinateur à moi. Ça veut dire que si je le cassais, c'était mon problème, tu vois. Et à l'époque, c'était Acid Pro. Ah ouais. Adobe, ouais. Et j'ai commencé à faire... Il y avait Olmeita, un autre grand de Saint-Arnaud qui chantait avec Sadik, qui m'avait appris 2-3 petites choses. Et après, je savais comment je voulais que ma voix sonne. Donc, j'essayais, j'avais passé une nuit à essayer de trouver le bon réglage pour ma voix, mais que je mettais partout et qui pour moi c'était le réglage parfait. Bon, maintenant je sais que c'est pas ça, mais je travaillais comme ça, tu vois. Je travaillais comme ça et j'écrivais beaucoup. C'est-à-dire que je prenais des instrus. Il y avait un gars qui s'appelait David, à l'époque, qui m'envoyait des instrus jamaïcaines. Il faisait que m'envoyer ça, je sais pas pourquoi il trouvait que j'avais du potentiel, c'était un jeune de mon âge. Le mec, peut-être pas moi, le mec, il m'envoyait genre 30 à 40 instrus. Il y avait tout le temps des One Rhythm qui sortaient à l'époque. À l'époque, ouais. Mon frère, il m'envoyait ça H24, donc je triais et je chantais. Et même dans le centre de formation, j'étais souvent seul parce que j'étais en général à l'école. Et eux, ils étaient en professionnel, ils étaient à l'école au centre, moi non. Donc je restais le samedi. Donc le samedi après-midi ou dimanche, je ne pouvais pas aller à Paris parce qu'on avait match le dimanche, mais j'écrivais. Et j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait de la musique. Et je me suis rendu compte que c'est ça, en fait, qui m'a permis de combler le manque de mes parents. Mais tu vois, tu disais que si tu avais cette discipline, peut-être que tu as maintenant à l'époque, tu aurais été pro. Bon, je pense que tu avais déjà un début en tout cas. Mais si, bon, la question est un peu biaisée, mais si la rigueur que tu as aujourd'hui dans la musique, tu l'avais dans le foot, si les deux s'étaient mis face à face, qu'est-ce que tu aurais choisi? Je pense qu'on peut faire les deux. Hein. Des mains de paille. Des studios, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais donc, de paille te sont des sons de temps en temps. Tu vois, toi, tu dis que tu es au studio souvent. Tu sais, il y a un moment, on aime tellement ce qu'on fait. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je suis tellement passionné que on a toujours envie que ça fonctionne, ce qu'on fait. Mais juste de faire ce qu'on a envie de faire, de chanter avec son cœur, d'aimer lorsque c'est fini, de kiffer, ben, je pense que c'est une satisfaction. Je pense que je ne vais jamais arrêter la musique. Même si demain matin, ça tombe, même si demain matin, je ne fonctionne plus, je n'arrêterai pas la musique. Je ferai de la musique, au moins pour moi, pour écouter avec mes amis. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose, c'est une passion, c'est comme le foot. On n'arrête pas le foot, tu vois. On va toujours faire des petits souhaits, on va toujours faire des petits trucs. Parce que c'est ça la diff, en fait, quand tu es passionné, tu vois. C'est ça la diff, quand tu es passionné. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de choix à faire. Je pense que j'aurais été... Tu aurais essayé, en tout cas, peut-être les deux. Vers le foot, ouais. Peut-être vers le foot? Ouais, je pense que j'aurais été vers le foot. J'adorais le foot. Hein. Je pense que j'aurais été vers le foot et j'aurais arrêté ma carrière vers 30-32 ans, là, comme ça. Et je me serais mis dans la musique. Justement, pour finir avec le foot, c'était qui le joueur qui te faisait rêver, toi, à l'époque? Alors, au début, c'était... ça va être que des Brésiliens, je suis désolé, mais en Guadeloupe, on était comme ça. À un moment donné, on kiffait la sélection du Brésil. C'était R9, Ronaldo. Pas Cristiano, hein, le Brésilien. Et après, vrai, ouais, comme dit certains. Et après quand Ronaldinho est arrivé, mon frère, c'était fini. C'était Ronny. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps.
Après, on avait des grands joueurs aussi. Thierry Henry, attention. Attention. Il n'y a pas eu de ballon d'or. Je ne sais pas pourquoi. Mais Belek. Thierry Henry, tu avais des gars comme Manelka, comme Malouda, Zidane. Il y avait des grands noms. Figo. Si je te dis Cristiano ou Messi, c'est la question à 1 million. C'est qui the greatest of all the time? Ou toi? Wow. Moi, alors, ça va être simple. Pour moi, Cristiano et Messi, c'est pas comparable. Pourquoi? Messi, c'est un don qu'il a. Ce mec-là, il a un don. Je pense que même s'il n'a pas de jambes, il va être footballeur. Même si c'est vrai qu'il a des ballons d'or qu'on lui a offerts, tu vois. Mais Cristiano, pour moi, c'est une bête de travail. Je suis d'accord. C'est une bête de travail. Donc, si aujourd'hui je mets mon fils et je lui dis, quelqu'un qui doit prendre un exemple sur lui, je dirais Cristiano. Tu vois, je dirais Cristiano. Après, le jeu, la beauté du bail, Messi. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est pour moi, Messi, il sent le football. C'est inné. Ah ouais, tu vois, c'est comme on va dire, toi et la musique, il a le truc. Là où tu vois Ronaldo, tu sens que c'est un acharné, premier arrivé, dernier parti. Mais des fois, je me demande, parce que bon, on va pas dire que Messi ne bosse pas non plus. Non, il bosse. Son travail, ça sert à rien. Est-ce qu'un investissement équivalent, Messi n'aurait pas été tellement au-dessus qu'il n'y aurait même pas eu ce débat? Mais franchement, à ce moment-là, au moment où Messi est Messi, parce que ça, pour moi, ça fait un petit moment qu'il est plus Messi, parce que tout le monde descend, hein, c'est la dure loi de la vie. Il n'y a pas d'égal. Hein. Messi en forme, attention. Hein. Ouais, il casse des reins. Messi en forme, tu peux être Cristiano, tu peux être qui tu veux. Ouais. Et Ronaldinho, j'étais vraiment fan. Et il dit à j'oublie qui, il y a un petit, il est plus fort que moi. Il est plus fort que moi. Et il parlait de Messi. À l'époque, Messi avait le numéro 19. D'ailleurs, c'est lui qui fait sa première passe pour marquer. Ben, mon frère, Messi, c'était incroyable. Hein. C'était pas aussi spectaculaire que Ronaldinho. Ronaldinho, il a fait des gens qui n'aimaient pas le foot, aimaient le foot. Parce que c'était spectaculaire. Ah ouais. Tu vois, t'avais envie qu'on lui donne le ballon, t'avais envie qu'il... Mais Messi, c'était... Messi, c'est efficacité maximale. Attention. Dangereux, mec. Pour revenir du coup à la musique, on a une chaîne aussi dédiée donc surtout à l'entrepreneuriat. Dans ton interview avec l'Oxymore, il y a un truc que tu as dit qui m'a marqué, c'est que ton premier rapport, entre guillemets, je vais dire, à l'entrepreneuriat, tu obtiens ton bac. Et ton père t'avait fait une promesse, c'était de financer ton premier album. Moi, j'ai écouté, t'as pas donné. Tu as dit qu'il te disait les coûts, etc. Il avait fait venir Staniski dans un studio, c'était... Jusqu'à ici? maintenant, je me rappelle du prix. Non, c'était pas ici. J'avais pas le niveau pour venir chez Debs encore à l'époque. Mais tu pouvais louer de toute façon. J'avais pas cette prétention non plus. Tu vois, pour moi, chaque chose devait être à son temps. Donc, chaque chose doit arriver en temps et en heure. Tu dois pas brûler les étapes. Quand tu brûles les étapes, ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais chez Olivier Mathurin à Sainte-Anne. Okay. C'était le studio c'était là où mes parents faisaient leur musique, tu vois. Et il était spécialisé dans la musique caraïbe. Bon, il enregistrait un peu tout, mais sa spécialité, c'était ça un peu. Dans la musique traditionnelle, tu vois. Et mon père avait appelé Staniski. Et à cette époque, Staniski m'avait dit qu'il vient. Il vient, il a écouté ce que je fais, c'est pas mal, il vient m'enregistrer. Donc, mon père a dû payer un billet pour Stan. Ouais. Il a dû payer un billet pour Staniski. C'est ce que tu as dit, effectivement. Il a logé... Non, parce qu'il avait une maison à Staniski et... Il a fait Staniski venir au studio. On a fait quoi? On a posé l'album en 2 semaines. J'avais déjà les sons depuis. Tu vois, on échangeait par mail, comme ça. Et on a posé l'album en 2 semaines. J'ai vu tous les coups. Je sais. Jusqu'à maintenant, je peux te dire combien l'album a coûté. C'est ça qu'on veut savoir, nous. 13 000, frère. 13 000? 13 000. Donc, production, mixage, location. Jusqu'à... Achat des disques pour l'impression, tout. Ouais, frère. Mon frère, quand moi j'ai vu ça, j'étais choqué. Tu vois? Et certaines personnes peuvent se dire, ouais, pour mettre un petit moun dans l'album à l'âge là, ça, dépenser tout ça l'argent pour un petit moun à l'âge là, ça. Moi, en tout cas, ce qui a été bien dans l'éducation que moi j'ai eue, c'est que mon père, il m'a pas caché ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il m'a pas caché le prix. Il m'a montré combien il a investi sur moi. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et aujourd'hui, je remercie parce que, même ma daronne, parce qu'elle était aussi dedans, tu vois. Et je remercie parce que c'est une grande confiance qui a été placée en moi. Et je pense que c'est ce déclic qui fait que j'arrive à être là où je suis aujourd'hui, même si le chemin est encore long. C'est ce déclic parce que
quand je lui demande de presser des CD pour moi et qu'il presse deux cartons, je lui dis qu'il ne me fait pas confiance. Parce qu'il sait que je n'ai pas de nom à ce moment-là, tu vois. Et qu'il a promis Parole de l'homme, volume, donc il a fait. Mais moi, je lui dis de produire plus. Et mon frère, il n'y a que ma famille qui achète des CD, tu vois. Et les cartons de CD sont toujours là. C'est ce que j'ai été demandé. Est-ce qu'ils sont là encore? Dimanche, on a mangé à la maison, mon frère, et j'ai ouvert le débarras, j'ai vu les cartons jusqu'au ma tête. À l'occasion, fais-nous une photo, mets-nous ça en story. Non, je vais le faire. Et voilà, et cet album-là s'appelait Réflexion. C'est un album où je disais tout ce qui me passait par la tête. C'est comme le nom l'indiquait, c'était une réflexion sur tous les thèmes. Je crois qu'il y a 11 titres, c'est 11 thèmes. Genre, je parle de l'amour, je parle de la culture afro, je parle de tout, du côté esclave qu'on était. Je parle de Dieu, je parle de, en fait, tout ce qui me passait par la tête, tu vois. À ce moment-là, l'album ne se vend pas et je suis déçu. Je suis déçu beaucoup, tu vois. Un morceau Guada en moins était passé sur Guadeloupe Première. Sur Guadeloupe Première à l'époque. C'était déjà un grand pas pour moi, attention. Et après, j'ai un niette. Donc, j'ai baissé la tête. Tu vois, moi tu nous as donné le montant. Moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est la parole de l'homme vaut l'homme. Il t'a dit qu'il allait faire quelque chose, même si ça a coûté. En même temps, dans l'éducation, je pense que c'est important de se dire qu'il a tenu parole. Peu importe ce que ça lui coûte, mais il t'a dit une chose, toi, tu as respecté ton engagement, lui, il t'a suivi derrière. Et je trouve qu'en termes de... Aujourd'hui, tu es papa, c'est une valeur aussi que tu donnes à ton enfant parce que tu lui montres que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Oui, et surtout, ça va au-delà de ça. Je me rappelle une fois, mais c'est la première fois, c'est une inédite, c'est la première fois que je dis ça, hein. Je me rappelle une fois, mes parents m'ont surpris dans ma chambre en train de pleurer, tu vois, parce que, frère, tu fais un album, quoi, tu vois, t'as mis ton âme et tu connais pas, en fait, l'envers du décor. Frère, j'ai été élevé à la campagne, mec. J'ai été élevé à la campagne, je connais rien de la ville, je connais une seule route en Pointe-à-Pitre, c'est la rue Fkebo. J'y vais quand mes parents ils vont acheter un truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis, entre guillemets, coupé du monde, ce qui est bien en même temps, tu vois. Et voilà, et l'album sort, je m'attends à un vif succès. Que dalle. Donc, frère, je me mets à pleurer un soir, et puis là, musique arrive ici, moi, boum, et la musique a commencé, babi. Tu vois, au-delà de ma mère, elle est venue en mode plus douce, tu vois. Mais après, ils m'ont passé le même message. Mais mon daron, je ne vais jamais oublier, il m'a dit, frère, que si la vie était si facile que ça, mon frère, tout le monde aurait réussi. Si tout le monde devait réussir au premier coup, mon frère, tout le monde aurait réussi. Que même dans un couple, il y a des hauts et des bas, et que si tu t'accroches pas, si tu te serres pas les coudes, ça sert à rien, tu vois. Vaut mieux que tu restes seul et que tu vives, tu vois. Mais qu'en réalité, il y a rien qui se fait sans travail, et que si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas travaillé assez. Et c'est tout, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer. Et dans ma tête, j'ai dit, frérot, tu verras si je vais pas travailler. Ah ouais. Et j'ai pris tous les CD, j'ai mis dans ma chambre ce jour-là. Et tous les matins, je devais faire face à ce CD-là, à ces boîtes de CD, tu vois, pour devenir qui je devais être, tu vois. Et je lui ai dit, je vais lui remettre soit en argent, soit en fierté, tu vois. Et voilà. Aujourd'hui, tu estimes que c'est fait ou pas? Non, il faut encore, hein. Il y a un bon bout de chemin qui a été fait. Quand même. Il y a un bon bout de chemin qui a été fait, mais tu sais, au-delà des 13 000, moi, je ne parle pas d'argent, tu vois. S'il a mis, c'est qu'il pouvait le mettre à ce moment-là, tu vois ce que je veux te dire. Mais au-delà de l'argent, qui est-ce qu'aujourd'hui qui va miser 13 000, 10 000, 5 000 sur un enfant de 18 ans, mec? C'est chaud. Qui te dit qu'il veut faire de la zik. C'est chaud. Et mon père, il m'a toujours dit un truc, il ne va jamais miser sur moi pour me faire plaisir. S'il sait que je n'ai pas de talent dans un truc, je vais sauter, je vais faire ce que je veux, il ne va pas miser. Mais s'il sait qu'il voit que je peux, il le fera. Surtout que lui, en plus, il est dedans. Exact. Donc, il a des notions, il a quand même des codes. Ouais. Toi qui es encore plus dedans, demain au même âge, ton fils vient te dire, papa, je vais faire de la musique. Tu lui donnes les 15 000 balles ou pas? S'il est doué, ouais. C'est quoi être doué? Aujourd'hui, j'ai mon studio. Je pourrais l'enregistrer chez moi. Ce qui est déjà pas mal. Après, je vais voir avec Rico pour le reste. mais en réalité, s'il a du talent, il faut que je sente le talent. Il faut que je sente. Je ne vais pas miser sur mon enfant pour lui faire plaisir. Je ne vais pas miser sur mon enfant, sur ma compagne, sur personne pour faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je suis pas Papa Noël, je vends pas de rêve aux gens. Tu vois, je vais miser, je vais lui donner même plus encore s'il le mérite et s'il a du talent. Tu vois, et je le ferai, on l'a fait pour moi. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Je suis sûr que je le ferai. Et voilà, quoi. Alors, en 2006, tu fondes le collectif Campagnard. En plus, tu dis que tu viens de la campagne. Yes. Donc, avec ton frère et tes cousins. Pour promouvoir cette vie, finalement, de la campagne. J'ai te demandé comment est née cette idée. En fait, on est toujours dans du naturel. Enfin, on chante ce qu'on vit, on chante ce qu'on voit, on chante ce qu'on est. Tu verras ce que je vais te dire ou pas. Quand tu regardes la pochette d'ailleurs de Réflexion, c'est un Zion qui est devant moi. Tu vois ce que je vais te dire ou pas. C'est ça. Donc, mes cousins et cousines, dont Dacha faisait partie du Campagnard, ben, on a décidé qu'on va faire de la zik. On va faire de la zik et on a créé un crew. On a créé un crew qui s'appelait Campagnard et chaque personne faisait ce qu'il pouvait faire. Certains faisaient enregistrer, d'autres essayaient de mixer et d'autres essayaient de chanter et d'autres... C'était ça. Si tu avais un petit peu de talent pour chanter, tu chantais. Si tu avais un petit peu de talent pour faire record, tu faisais record. Mais tout le monde avait une implication. Et à l'époque, on était au lycée ensemble, à part deux, Dacha et Michael, qui étaient vers Pointe-à-Pitre. Et on était au lycée ensemble. Donc même là, on a créé le FSE. C'était genre entre midi et 2, au lieu d'aller driver, d'aller peut-être même boire de l'alcool, faire des conneries de ce genre. Ben nous, on demandait une salle. Pour pouvoir faire de la musique. On venait avec un CD, un poste. Ah ouais. Et franchement, ça tostait. Il y avait Goliath, il y avait des gars. Ah oui. C'était cool. Donc on se clashait, mais toujours dans la bonne ambiance. On se clash. Après, on est potes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'était comme ça. On a créé nos bails. Alors, on te définit comme un artiste conscient avec des thèmes que tu abordes comme la non-violence, le courage, la tolérance, la persévérance. Est-ce que c'est important pour toi de diffuser un message clair finalement à tes auditeurs? C'est important pour moi d'être vrai. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vais chanter en cavane, que c'est là, c'est faux, c'est pas moi, tu vois ce que je veux te dire. J'ai pas connu ça. J'ai des potes, oui, aujourd'hui que je connais qui sont dans le bail. J'ai vu des si, j'ai vu des bails. Mais je veux te dire que moi, c'est pas moi ça. Tu vois ce que je veux te dire. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup de sons de rue, parce que j'aime la franchise. Tu sens quand les gars sont francs. Tu vois? Ok, quand ils te disent qu'ils ont 100 000, 200 000, 300 000, je sais qu'il y a un petit peu de pipeau dedans. Mais peut-être qu'ils rêvent de ça et qu'il faut le dire à haute voix et que ça va arriver. Tout le monde fait ça, tu vois? Mais je vais te faire comprendre que lorsqu'un gars chante ce qu'il vit, pour moi, il est vrai. Peu importe ce qu'il vit. Si tu te reconnais dedans, écoute-le. Si tu te reconnais pas dedans, ne l'écoute pas. Mais tu peux pas changer ce mec-là. Tu vois? Demain matin, je peux le dire. Quand moi, je suis parti pour signer, parce que, dans ma tête, j'avais des étapes, tu vois. J'avais quadrillé le bail. Et après le palais, on avait déjà des gens qui étaient un petit peu après nous. Et je suis parti, j'ai dit, je veux signer. On est parti, on a pris un avion, on est parti, ma compagne et Olivier Fifi à l'époque, tu vois. Et on est parti, Olivier Fifi est rentré, et ma compagne et moi, on est restés. Et on a fait tous les studios de Paname. Pour rencontrer... On a dit, si je suis bon, à un moment donné, quelqu'un va s'arrêter, va parler. Et puis, comme dit, comme fait... J'arrive au studio du Yo-Yo et boum, le mec il commence à me dire ouais, il fait NASA, il fait ci, il connaît un tel. Et puis boum, ça commence à envoyer des messages, appeler, faire ci, faire ça. Et premier rendez-vous. À pas qu'à citer non à Semouna parce que Bouga ça y va mettre des hauts, tu vois. Mais c'est une grosse boîte, c'est une très très grosse boîte. Et puis il arrive et je le vois. Premier rendez-vous signé Nation. J'arrive et je lui dis. Et il écoute les sons. Il écoute les sons et tout. Il me dit que c'est bad. Après, il me dit, il trouve que mes textes sont un petit peu plats. Alors, je lui dis de m'expliquer, en fait, qu'est-ce qu'il trouve dans plat. Ouais. Il me dit, ouais, en fait, le créneau que j'ai choisi, c'est pas un bon créneau. Il faut que je chante la drogue, il faut que je chante... je te jure, il m'a dit, il faut que je chante la drogue. Il m'a même dit qu'il il avait été voir tel artiste et qu'ils étaient au studio. Et quand il est descendu... La police a fait une descente et que les gars se sont dit, mets-toi à plage. Il a trouvé la sonorité du bail dément. Et il m'a dit d'essayer de mettre ça dans un son, ça peut parler. Il m'a dit qu'il ne fera jamais écouter ça à ses enfants. Mais qu'il faut que tu chantes ça. Parce que c'est ça qui marche. Parce que le créneau que j'ai choisi, il est trop compliqué. Si ça passe, c'est tout droit. Mais si ça ne passe pas, tu vas galérer avant que ça passe. Enfin, il m'a dit, et pour finir, et ça c'est la phrase d'Otko,
il m'a dit que j'ai la tête à ça. Que genre, ma tête... C'est là, oui. Et où je me suis levé. Et vous envoyez monsieur chier en créole. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Pas obligé de dire quand on dit monsieur. Et franchement, il y a des gars. Il y a Sigil Koudou qui était là. Il y a Yuri qui était là aussi. Et le gars qui a fait la connexion, il était en mode vex. Il a même voulu, il a arrêté de me parler pendant un moment. Et je me rappelle, en taillé, et j'ai pleuré de rage. J'ai appelé mon daron et je lui ai dit, franchement, si c'est ça signé, je veux pas signer, franchement. Tu vois ce que je te dis? Parce que il a dit, mais c'est franchement, pour connaître l'histoire en main. Tu sais pas d'où je viens, mec. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma life, pourquoi je chante. Et aujourd'hui, tu viens me dire de chanter ça. C'est pas que j'ai empané à rien contre le monde qui a chanté ça. Comme je dis tout à l'heure, faut être vrai. Si c'est ce que tu vis, c'est ce que tu chantes. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Moi, je vis pas ça. J'irai pas chanter ça pour faire plaisir aux gens ou pour vendre. À ce moment-là, je suis un faux. Tu vois ce que je vais te dire? Et pour moi, ça n'a pas de prix d'être un faux. Même si je fonctionne, je vais jamais accepter d'être un faux. Tu vois? Donc, envoyez mes chier. Et j'avais un rendez-vous, Play 2, 5 jours après. J'ai dit à mon daron, je vais pas là. C'est pour monsieur dit, moi-même, bitin là, pas qu'à là. Monsieur dit, moi, c'est là où je dis qu'il faut même avoir des gens qui sont derrière soi. Ma compagne aussi était déjà partie à ce moment-là, j'étais resté. Et monsieur, en deux fois, monsieur est arrivé ici, moi. Boum! Monsieur est arrivé en case 2 jours après. Et monsieur dit, moi, nous, quand il y a un rendez-vous là. Et j'ai dit à monsieur, quand même, un petit monde, tu n'iras pas avec moi, j'irai tout seul. Mais il m'a convaincu. Il m'a convaincu de ne pas partir et j'ai bien fait d'aller. J'ai bien fait d'aller parce que voilà, c'était un discours totalement différent. Tu vois, c'était un discours totalement différent où j'ai la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Tu vois, ils se sont même intéressés au Goka. Il y a un projet normalement qu'on doit sortir avec Play2 qui est 100% Goka. Il y a des trucs, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Donc, c'est un discours qui est différent. Tout ça pour dire que le côté vrai, c'est ce qui est le plus important en fait pour moi. Étape super importante, Play2 2020, la signature. C'est pas grave. Donc, cette signature finit par arriver. Donc, tu signes en major. Tu disais que c'était une des étapes, finalement, pour toi? Ouais, c'était une des étapes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, tu sais, quand tu signes, tu as la possibilité de faire plus de musique. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire de la musique sans compter. Ça veut dire passer des heures au studio, de côtoyer les meilleurs beatmakers, les meilleurs ingés, tu vois. Et pour moi, c'était une étape par là, tu vois. C'était une étape à passer parce que financièrement, fallait trouver les sous, tu vois ce que je vais te dire. Fallait trouver les sous. Je me rappelle au tout début, j'avais bossé, j'avais fait service civique. Et je savais qu'en collectant 3 loyers, je pouvais faire, pas 3 payes, je pouvais faire un son et un clip. Ah oui, d'accord. Donc, je sortais un son tous les 3 mois. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, donc tu avais déjà ton business plan limite dans ta tête. C'était ça. C'est pour ça que j'avais été au service civique, j'avais arrêté l'école, j'avais été faire ça parce que quand j'ai dit je veux faire de la musique, je m'étais mis à fond, frère. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Je me suis mis à fond. Et voilà, donc, en fait, signer, ça te donne la possibilité de côtoyer des artistes internationaux, des artistes qui ont une autre vibe, une autre culture, tu vois, parce qu'ils viennent pas de chez toi, qui te permettent de faire ce mélange, de côtoyer des ingés aussi qui ont une autre vibe, une autre culture, de côtoyer tes ingés à toi aussi, mais beaucoup plus librement. Ça veut dire que passer une journée au studio, rigoler, nanana, et faire de la musique, et non pas se dire, ouais, j'ai 2 heures. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Venir au précis, faire le bail, j'aime pas taffer comme ça. Parce que pour moi, c'était ça, en fait. C'est ça, quand je dis cette étape, faire plus de musique, liberté musicale. Quand je dis liberté, je parle de faire plus de musique. Donc, tu parles de faire plus de musique. Il y a cette signature qui donne suite à un titre que tu avais déjà préparé, tu disais. Casanova, le fameux Casanova, qui est ton plus gros hit finalement. Ouais, c'est un niveau chiffre, quoi. En termes de chiffres. Au niveau chiffre, c'est Casanova. C'est quoi la recette d'un hit comme celui-là? Est-ce que quand tu le fais, tu sais déjà qu'il ira aussi loin? Quand je le fais, je sais que c'est un gros son, par contre. Je me rappelle, ça n'a pas fait l'unanimité. Ma compagne n'aimait pas trop. Il y avait d'autres sons qu'elle préférait. Mes parents, mes frangins. Tu sais, j'avais fait une liste. J'avais donné... À l'époque, j'étais un ouf. À l'époque, le dimanche, tout le monde est à la maison. Je donnais à tout le monde une feuille. Et je mettais des sons. Et je disais, faites-moi un top 3. Ah oui. Et selon le top 3, s'il y a un son qui sort... Tu vois, je me disais que c'était ce son-là, la preuve, mon daron m'appelle. Ce son-là, c'était ce son-là que j'allais sortir. Dans le top 3, je crois que Casanova est venu 1 ou 2 fois, frérot. Donc, il ne faisait pas l'unanimité. À 6 ou à 8. Je me suis dit, wesh. Elle dit, ah ouais, j'aime bien écouter, moi. J'ai dit, je sors ça, frère, tu vois. J'ai sorti ça. Le DA de là-bas aussi a kiffé ce son-là.
Et on a sorti le son, tu vois. Mais c'est un son que j'ai fait depuis le confinement. J'étais chez moi, donc j'ai profité pour taffer vraiment beaucoup la zik. Je faisais que ça. Je ne manquais pas de madame, tellement de gars que ça. comment vous vivez cette relation avec toi, avec elle, par rapport à la musique? Ça va parce qu'elle est dans le bail maintenant, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui a laissé ce qu'elle faisait pour venir dans ce que moi je fais, pour venir vivre mon rêve avec moi, tu vois. Et je vais jamais je pourrais jamais lui dire merci assez, tu vois. Et voilà, et elle a fait toutes les formations qu'il faut aujourd'hui. Oui. Elle est plus calée que moi, mec. Aujourd'hui, elle est plus calée que moi, mon frère. Donc, tu vois, donc ça veut dire que c'était même pas simplement pour dire je viens, mais elle s'est vraiment intéressée dans le bail. Donc, en vrai, c'est important pour moi, tu vois. C'est important pour moi. Ça met un petit peu de pression aussi parce qu'aujourd'hui, tous les yeux sont dans le même panier, tu vois. Mhm. Mais au-delà de tout ça, ça pousse aussi, tu vois. Ça pousse à... On parle de ça, quoi. Ça veut dire qu'on parle de ça. On parle de ma passion H24. Et j'ai l'impression que c'est sa passion aussi. Aujourd'hui, elle me parle plus de musique que moi-même, tu vois. Donc, on parle de notre passion H24, tu vois. Alors après, Casano va essayer son petit bout de chemin. Tu rentres, je sais plus c'était quelle année, si c'est 2023 ou 2022. Tu rentres et tu reçois finalement tu remercies chez toi par rapport au son, avec un bel accueil. On arrive pas mal d'artistes, pas mal de personnes qui sont venues te féliciter. Comment ça te fait quoi en fait? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis content pour mon papa et ma maman surtout. Je suis content pour ces deux-là. Je suis content pour eux parce que j'ai fait galérer. Hein. J'étais pas un enfant de cœur. Hein. J'étais turbulent, très turbulent. J'étais très bon à l'école, mais très turbulent, tu vois. Donc, le côté bon, on l'entendait même pas. C'était avertissement conduite, avertissement. J'ai pris des coups aussi pour ça, tu vois. J'ai pris des coups pour ça aussi. Et mes parents m'ont jamais lâché. C'est ce qui est important, tu vois. C'est que ils ont toujours été derrière. Que quand ça fonctionnait, ou que quand ça fonctionnait pas, ou que quand ça fonctionne, ou que ça fonctionne pas, ils sont avec moi, tu vois. Et je suis content pour eux parce que ça veut dire que, tu vois, les 13 000 balles qu'ils ont mis, euh, au-delà de ça, perdre cet argent-là, tu vois. Et faire. Et après, tu vois, quand même rester là et me dire, vas-y, bats-toi, tu vois. J'aurais pu me dire d'arrêter, de faire autre chose, tu vois. Et de me dire, frangin, vas-y, bats-toi. Je me rappelle quand la musique a vraiment commencé à fonctionner, je travaillais avec mon père à son garage. Quand elle a commencé à fonctionner, il m'a pris à côté, il m'a dit, frangin, Arrête. arrête. Mais je pense qu'il m'a dit arrête parce qu'il fallait que j'arrête un peu aussi parce que... Et moi, hein. Un peu parce que j'étais tellement fan de la musique et je le dis dans le morceau J'ai rêvé, j'ai rêvé. Je disais que mon frère, quand je sortais du travail à 18h, à 17h, à 16h, je rentrais chez moi, il était 18h, en train de prendre tous les embouteillages et tout ça. Moi, je viens de 18h à pas d'heure, je suis au studio, Nico. Ça veut dire qu'il y a même des fois où je regarde l'heure, il est 3h, je dis ok, je fais 1h, je dois me réveiller à 6h, je dis 2h, c'est bien. Quand je regarde mon frère, il dit à 6h, je me douche et je vais au taf. Et après, je baissais la voiture, parce qu'attention, quand mon père m'a fait venir à son taf, je ne pense pas que j'étais au bureau. Hein. J'étais en train de faire la vidange, les bails comme as, tu vois ce que je te dis, ou pas, en mode mécano. Et je baissais, je faisais monter la voiture sur le pont, et je redescendais la voiture et je dormais sous le pont, parce que j'étais lâche. Technique. C'était cababier, franchement. C'était cababier, avec raison, tu vois. Et il y avait déjà tout ça, où j'allais en haut, je dormais, et ils voyaient en fait que j'aurais pas pu tenir ce rythme-là, et j'ai eu le temps d'aller plusieurs fois à l'hôpital. Parce que franchement, je dormais pas, j'étais fatigué, j'étais qu'à jouer boule aussi à un moment là, ça, tu vois. Donc, j'étais en mode où je faisais souvent des burn-out, tu vois. J'étais en mode, et je dis tout ça dans J'ai rêvé, tu vois. Et voilà, il m'a pris à côté, il m'a dit, franchement, stop, vive vite. Hein. Et si ça n'a pas fonctionné, on peut retourner en cage, tu vois. Donc, c'était ça. Avant que ça ait l'engouement et la portée que ça a actuellement, ça a été quoi le plus dur pour toi pendant cette partie de ta carrière? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu as la vraie réflexion de te dire, faut peut-être que j'arrête? En fait, les choses sont dures tant qu'on ne les a pas passées. Parce que lorsqu'on les a passées, on comprend pourquoi on les a passées. Mais quand on est dedans, on ne comprend pas. Tu vois ce que je veux te dire? On a l'impression que le ciel tombe sur nous. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Il fait nous ça au céleri. Il fait nous qui ici. Il fait nous ça, tu vois. Mais en fait,
tout, frangin, il y a des hauts, il y a des bas. Tu vois ce que je veux te dire? C'est à toi d'apprendre, en fait, ce qu'il y a à apprendre dans le bas. Mais je parle comme ça parce que je suis sorti. Je vais parler comme ça parce que quand je vais sortir du bail, mais quand tu es dedans, tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe? On dit, la guémoin, tu vois, des bails comme ça. Il y a eu un truc qui était difficile, c'était quand j'allais en Presta. J'allais en Presta, je faisais beaucoup de blagues. Tu vois, j'étais comme mon oncle Sagalo. J'aimais faire des blagues et tout. Et je me rappelle une fois à Sainte-Anne, putain, ça m'a marqué ce jour-là. Et j'étais venu chanter. Et un cas vient me chanter beau, mais je commence à chanter, je chante, franchement, tout le monde me regarde, je chante, tout le monde me regarde. Et puis quand je finis, je fais une blague. Tout le monde rigole. Et je dis, bon, ben ok, là, j'ai des gens dans la poche, Et quand je vais commencer à chanter, j'entends une dame qui dit, mais, dis-moi si elle fait blague, il pas connaître chanter. Et tu vois, j'entends. Et ça m'avait choqué, tu vois, et tu dois faire comme si tu n'as pas entendu, tu dois continuer à chanter. En fait, le truc, c'est que au début, tu dois aller et tu dois conquérir les gens. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que j'ai été élevé, j'ai fait des scènes très tôt avec mes parents. Et l'euphorie du public, je connais. Par rapport à mes parents, via mes parents, mais tu le vis toi. Ça veut dire que quand mes parents me donnent un micro pour chanter du Gros-Ka à l'époque, tout le public était en l'air parce qu'un tout petit jeune chantait du Gros-Ka. Parce que maintenant, le Gros-Ka, attention, frangin, tout le monde est dedans et je suis content de ça. Mais à l'époque où nous, on fait du Gros-Ka, frangin, où je dis même pas à nous, je ne me mets même pas dans le stade de mes parents parce que ce que mes parents ont vécu, frangin, je ne vivrai jamais ça. Ce que les grands du Gros-Ka ont vécu, on ne vivra jamais ça. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Il y a des gens qui ont fait de la prison parce qu'ils ont chanté du Gros-Ka. Mon oncle, par exemple, tu vois ce que je vais te dire ou pas? Mais moi, à mon époque, quand moi je chante du Gros-Ka, à mon collège, on fait des jeux avec moi. Il y a dit, moi, le patin, moi, c'est négaron. C'est si, d'ailleurs, c'est pour ça que mon papa ne boit pas. C'est pour casser ces préjugés-là. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et moi, à mon collège, franchement, c'était Gros-Ka, c'était musique à campagne, nèg bois. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Mais franchement, à chaque fois que tu es en fête de fin d'année, on peut compter tes amis, quelques cousins, moi. Donc, à jouer Gros-Ka, on n'a rien à foutre de ce que les gens disent. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand tu vois un petit jeune à cet âge-là chanter du Gros-Ka, tout le monde est en l'air. Donc, moi, je suis habitué à ça. Donc, on est d'accord que ça est arrivé moi là. Ça est arrivé moi dans dancehall. Et bien, franchement, là, c'est tout le contraire. Franchement, c'est là où tu cogites. Tu te demandes est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Et c'est ça. Et c'est là où tu dois avoir la détermination. Et c'est pour ça que je dis que si j'avais eu ça au foot, c'est pas pareil. Il y a un t-shirt que tu portes souvent, Tibouk Pays. Yeah, man. C'est quoi ta définition de Tibouk Pays? Ah, franchement, ça veut dire que je sais qui je suis. En fait, c'est ça. Et je sais qui je suis. Ça veut dire que je sais d'où je viens. En fait, on va pas tout calculer, mais il y a des choses que j'ai fait, ou qu'on a fait, pardon, parce que c'est une équipe, qu'on a fait qui étaient vraiment symboliques pour faire comprendre, attention, frère. Même si je sais qui je suis, tu vois ce que je veux te dire, quand je fais mon premier clip où je mets Tibouk Pays, ça veut dire les mecs, j'ai signé, mais je suis toujours Wervan. Attention, il n'y a rien qui a changé. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Il n'y a rien qui a changé. Personne ne va me faire une musique que j'aime pas. Est-ce que tu vois ce que je vais te dire? Et quand je fais le Palais des Sports, que je sors d'un tambour géant, c'est pas simplement beau parce que c'est un tambour, il est géant et que je sors dedans. Il y a une histoire. Ça veut dire que je suis né dans ça. Je suis ça. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? C'est symbolique. Tu vois? Donc, partant de ça, je sais qui je suis. Donc maintenant, je sais, il faut me laisser aller là où je vais. Et c'est bien pour ça que je dis souvent, les gens parlent de la langue. Ah, quand tu chantes en français, t'es un vendu. Quand tu chantes en ci, t'es ça. Quand tu chantes ça, t'es ci. Allons s'asseoir et allons parler musique. Parce que moi, je parle en termes musique. Tu vois, avec moi, on pourra parler que de la musique. Et que de la musique, tu vois ce que je vais te dire? Je ne vais pas m'aventurer dans des débats que je ne connais pas, tu vois. Je vais m'aventurer dans des débats où je pense maîtriser ou que je sais que je maîtrise. Eh bien, tu vois, j'ai assez toi avec moi. Viens, on va parler de la musique traditionnelle de la Guadeloupe parce que dancehall, pas musique traditionnelle de la Guadeloupe. Hein. Est-ce que tu vois ce que je vais te dire? Et je suis sûr que tu vas rien m'apprendre, tu vois. Et au-delà de tout ça, quand je vois que, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quelle langue tu vas chanter, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, que ce soit en chinois, que ce soit... Je serai un petit de la Guadeloupe, frère. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup qui oublient ça. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a beaucoup qui oublient ça. Et pour moi, frère, c'est pas une bonne chose, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas une bonne chose. On a pris, il y a des exemples, tu vois. T'as Bernard
qui viennent du Nigeria. Au Nigeria, ils ont leur langue à eux. Mais pourtant, le mec, il parle anglais. Et quand il retourne chez lui, c'est The Burna. Parce que c'est un Nigérian qui a réussi. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et c'est là où on fait des fois l'amalgame. Et tu vois, ces mêmes personnes qui vont dire que tu chantes en français, ce sont ces mêmes qui vont te parler en français. Ce sont ces mêmes que si demain matin, ils sont invités au journal, ils vont mettre leur chemise et ils vont sortir le plus beau français. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Donc, en vrai, jeter la pierre, faire ce genre de choses, c'est super facile. Tout le monde peut faire ça. Mais c'est venir et faire les choses concrètes. Là, c'est un petit peu plus différent. Tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est un choix. Je ne vais jamais dire à quelqu'un de chanter en français. Je ne vais jamais forcer quelqu'un à chanter en français. S'il veut le faire, il le fait. S'il veut chanter en anglais, il chante en anglais. Mais ça reste un Guadeloupéen. Avant tout. Frangin, c'est un Guadeloupéen. Il a joué en Angleterre, il a joué là, il a une statue, frangin, en Angleterre. Incroyable. Mais il n'a pas les goûts qu'il là, avec Kalash. Il nous le sort de temps en temps. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ouais, misez pas, moi. C'est ça, mon ref. Tu vois? Et c'est là qu'il faut qu'on arrête de se mettre des barrières et de pousser un jeune. Que ce soit dans la musique, dans le foot, que ce soit dans... Peu importe la chose, frangin. Valoriser les gens qui font des choses. Pour voir que ça serve d'exemple aux plus jeunes. Parce que pour l'instant, on valorise plus ce qui est de négatif. On entend que ça, mon frère. En tout cas, nous, le média, c'est ça. C'est valoriser tout ce qui est fait chez nous, les entrepreneurs, les artistes. Big up à vous, les mecs. C'est ce qu'on a besoin. Tu sais, quand tu allumes ta radio, un tel tue un tel. Tu allumes ta radio, un tel fait la joute. Un tel fait ci, un tel fait ça. Je t'entends que ça. Tu vois? À côté, tu as des gens qui portent des gammes, tu as des gens qui font des vrais bails. Parce que je vais te dire, c'est ces gens-là qu'il faut mettre. On arrive déjà quasiment à la fin. C'est quoi la définition pour toi de la réussite? Alors là, mec, là, tu me poses une colle. Chaque monde une définition aille. Je sais pas. Quand tu freines, tu regardes tout ce que tu as fait et tu es satisfait, tu n'as pas envie de faire autre chose. Tu n'as pas envie de faire en plus. Je sais pas. Je sais pas, frère. Parce que tu sais, à mon niveau, certaines personnes auraient pu dire, OK, j'ai disque d'or, disque de platine, disque de diamant. On a fait ci, on a fait ça. OK, c'est bon, je peux arrêter là. Hein. Mais non. Pour moi, mon frère, non, frère. J'ai toujours la dalle. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Je pense qu'on a réussi lorsqu'on a accompli ce qu'on devait accomplir et qu'on n'a plus la dalle d'avant. Tu vois? On n'a plus la dalle d'avant d'aller se dire, frangin, je veux sortir avec un gros son, je veux revenir, je veux être premier, je veux être, tu vois, dans le top, je veux que ce soit ci, je veux que ce soit ça, je veux que lorsque je fasse un concert qu'il y ait du monde, je veux que... Pour moi, quand tu as fait tout ce que tu devais faire, tu as eu ce que tu voulais et que tu n'as plus ça en tête, tu dois dire stop. Parce que tu vas pas te donner à fond. Il y a un petit qui aura tellement faim la prochaine. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, c'est ça. Complètement. Dernière question. Quel aurait été le meilleur conseil que tu te serais donné, toi, après l'investissement des 13 000 flops? Tu en pleures avant que vienne te voir ton père, ta mère. Ce petit qui est là, qui vient de faire son premier album qui a été un flop total, tu lui dirais quoi comme message qu'il puisse se relever, prendre ses cartons et se dire je vais réussir? On fait la même. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est d'assumer, franchement. Tu vois, tout le monde doit faire des erreurs. Personne n'est parfait. Tout le monde a qu'à faire erreur. Mais il faut debout tes erreurs. Tu dois être debout derrière ce que tu as fait. Tu as demandé à ce qu'on investisse plus. Tu as demandé à ce qu'on achète plus de CD. Assume. Débattre, plairer, pas qu'à échanger rien. Plairer pour évacuer parce qu'AVC qui arrive vite. Tu vois? Mais je vais te faire comprendre. Quand tu as fini de pleurer, mec, bosse. Parce que même Dieu te dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Arrêtez ces là et Dieu t'aidera. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc, c'est se donner les moyens, mec. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Et de quoi on se rêve? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de barrière. On le voit encore, t'es ma Kalash, Colors. Il n'y a pas de barrière, Ningo. Et big up à tous les artistes d'ailleurs qui ont ouvert des portes que j'ai pas eu à ouvrir. Tu vois? Et voilà, Timan. Et moi aussi, j'en ai ouvert pour ceux qui arrivent. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit voir le game.
Et c'est comme ça que ça doit se passer. Aux Antilles et partout. La musique, avant tout, c'est une mission, tu vois. Avant tout, ça doit être une mission, une compétition saine. Oui, on doit avoir la compétition. C'est la compétition qui te permet de te surpasser. Mais ça doit être sain. Et il faut continuer à bosser, frère. Continuer à bosser, à amener le truc, péter des portes pour que demain matin, quelqu'un puisse se dire, mais s'il y a Kalash, il doit avoir un autre petit jeune entier et il ira voir. Et c'est comme ça que ça se passe au foot, quand les Thierry Henry, quand les Thuram ont percé, quand les William Gallas ont percé. Moi, j'étais de l'époque des jeunes, pas après, mais qui étaient jeunes qu'on pouvait recruter. Tu vois ce que je veux te dire? Il y avait des recruteurs de partout, hein, qui venaient voir s'il n'y avait pas un autre Thierry Henry, un autre Lilian Thuram, un autre Marius Trésor, un autre William Gallas. Tu vois ce que je veux te dire? Ces gars-là, ils ont aidé la Guadeloupe. Tu vois? Est-ce que d'autres générations peut-être plus bénéficier de... Comme Thomas Lemar le fait, comme Kingsley le fait, tu vois, comme Marcus Coco, tu vois, comme des gars comme ça, ils aident. En fait, c'est pas simplement venir et faire des choses dans Guadeloupe. Il faut faire ça aussi, attention, je ne dis pas de ne pas faire. Mais tu peux aider des fois en te représentant bien à l'extérieur. À ce moment-là, les gens vont venir voir s'il n'y a pas un deuxième. Celui qui n'a pas eu Thierry Henry, par exemple, Lille viendra voir s'il peut avoir un Thierry Henry. Parce que c'est Monaco qui l'a eu. Est-ce que tu vois ce que je vais te dire? Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on arrive à se vendre. Il faut qu'on comprenne qu'on a des responsabilités. Et il faut que le peuple soutienne aussi. Il faut que le peuple comprenne ça. Que c'est pas simplement... Attention, je big up les gens qui vont derrière les barrages et tout ça. C'est ce que je veux dire, ouais. Je big up ça. Je big up ça parce qu'il faut des gens comme ça aussi. Parce que en fait, c'est pas que venir peut-être injecter des sous, c'est par la représentation. Exact. Par finalement le succès. Exact. Montrer à d'autres ou ouvrir d'autres opportunités pour ceux qui viennent après. Le colosse que Kalash fait là, il n'est pas anodin. Tu vois, je ne suis pas en mode sur haute, mais c'est une vérité ce que je dis là. D'ailleurs, c'est un artiste que j'apprécie, on est en contact, il le sait. Sauf que aujourd'hui, demain matin, Colord peut demander, un autre entier peut venir parce qu'on a déjà fait Kalash. Et si ça se passe bien, s'il a les vues escomptées, il faut que les entiers lui donnent les vues qu'il faut pour qu'il puisse arriver, pour que ça puisse avoir de l'ampleur, pour que demain matin, Colosse puisse faire confiance encore en un entier. C'est comme ça que ça doit se passer. Lorsque quelqu'un signe, il faut que les Antillais soient avec lui. Lorsque quelqu'un joue au foot, il faut que les Antillais soient avec lui. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, il investit en France. Quand tu investis en France, peu importe les choses, il faut babouga force là. Pour que demain matin, un autre monde puisse injecter l'argent en prochain, un autre Antillais qui a envie de faire un bitin. Pour moi, c'est ma façon de me battre, frère. Je respecte toutes les façons de se battre. Mais c'est ma façon de se battre à moi. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Il n'y a pas un seul chemin pour aller à Sainte-Anne. On peut faire pas moule, on peut faire pas rosier. Le but, c'est d'arriver à Sainte-Anne. Et moi, c'est constant qu'arriver à Sainte-Anne. En tout cas, le message, il est clair. Merci, mon frérot, pour d'être venu. Yeah, man. Et puis, on se dit à bientôt. Big up. Essaye.